Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer de très belles fêtes. Le wellness, on est très très heureuse de vous retrouver, de redémarrer bien l'année. Et on démarre tout de suite cette année avec, ce soir, nous avons Shana Cohen. Alors j'accepte en même temps. Bonsoir Shana, merci d'être là avec nous. Toujours un, Bienvenue sur la... toujours un plaisir. Bienvenue. Merci Shana. Bienvenue donc sur la plateforme du wellness, la plateforme du renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, nous accueillons donc Shana Cohen. Shana, tu es coach certifié en neurosciences, tu es thérapeute de couple, tu es conférencière et tu es aussi formatrice. Et ce soir, tu vas nous parler de la charge mentale. Comment reprendre goût à la vie. D'abord, merci. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième conférence que tu nous offres. Donc déjà, merci beaucoup d'être une femme active dans notre association. Et c'est un plaisir et on a hâte de t'écouter. Merci Yardena, merci. Bonsoir à toutes. Déjà Shana Tova. Shana Tova, on peut encore se souhaiter Shana Tova parce que des bons vœux, c'est toujours bon à entendre. Je voudrais aussi remercier notre jolie et notre bonne Yardena qui nous offre tous ces moments précieux de partage qui nous font à toutes grandir parce que quand on donne ces moments, nous aussi on grandit. Alors je voulais juste rajouter une petite définition à la définition que tu as donnée en me présentant. Tu as dit thérapeute, voilà, coach, très bien, tout ça. Mais il y a un mot qui me semble essentiel. Je suis une femme comme vous, avec les mêmes joies et les mêmes difficultés. Et moi aussi, j'avance dans le chemin de la vie. Je suis comme vous et avant d'être tout ça, je suis d'abord une femme avec ces zones de lumière et ces zones d'ombre qui essayent d'avancer et en avançant, qui essayent de faire avancer tous ceux qui sont autour d'elle. Voilà, ça, je voulais le rajouter. Alors, ce soir, je pense que c'est une thématique d'abord essentielle et qui prend sens avec toute l'actualité dans laquelle on est. On vit quelque chose d'assez exceptionnel. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des moments de très très grande, vous devez le sentir toutes, de grande intensité émotionnelle. On ressent des choses depuis le 7 octobre et même avant, on va dire ça comme ça. Eh bien, on est vraiment des espèces comment on va dire ça, des cocottes minutes sous pression, on va dire ça comme ça. Et des fois, ça monte haut, ça monte bas, et ça descend plutôt. On a eu la libération des otages, et on a vécu en fait des moments de très grande joie, des moments que je dirais des moments d'intensité émotionnelle. Et il faut croire que, en règle générale, les émotions qui nous accompagnent tout au long de notre vie nous aident sûrement, mais si on sait les utiliser pour nous. Sinon, elles peuvent devenir ce que l'on mettait dans le titre là, une charge mentale. Une charge mentale qui nous alourdit et qui nous empêche réellement d'avancer et d'être dans le train de la vie. Donc on va essayer ce soir d'essayer de comprendre comment ça s'installe dans mon cerveau, cette charge mentale, et surtout comment arriver à s'en débarrasser pour retrouver le goût de la vie, pour retrouver le train de la vie. Quand j'ai commencé à préparer cette conférence, je me suis dit, bon, en une heure, c'est tellement prétentieux de vouloir donner, dérouler, épuiser une thématique aussi vaste et aussi essentielle. Et c'est vrai que en même temps, j'avais envie d'apporter beaucoup. Alors, avec beaucoup d'humilité, je vais essayer de condenser cela. Et ce que je vais vous apporter, moi, je l'ai nommé un kit de survie émotionnelle. Parce qu'en fait, on vit de belles émotions, mais aussi on vit des émotions que si on ne sait pas utiliser pour soi, vont commencer à nous restreindre dans la vie. Et ce soir, j'aurai plaisir de vous présenter 3 clés très simples, mais en même temps très puissantes, qui vont pouvoir vous aider déjà à prendre conscience de votre dosage émotionnel, de cette charge mentale,
et de retrouver le moyen de pouvoir vous décharger et d'avancer envers et contre tout. Avant de commencer à parler de ces 3 clés puissantes et de les présenter, j'ai envie de revenir à la définition du mot charge mentale. C'est un mot qui parle à tout le monde, hein. Charge mentale, pour moi, derrière ce mot, c'est comme ça que je le ressens, et j'ai d'ailleurs écrit à Yardena, je lui dis, est-ce que on est dans le même, on est dans le même, dans les mêmes explications. Pour moi, la charge mentale, c'est tout ce qui est surcharge cognitive, surcharge émotionnelle, anxiété, stress, un petit peu toutes ces composantes qui font partie de notre vie. Alors, pourquoi il y a tant d'anxiété, pourquoi il y a tant de surcharge cognitive? Il faut savoir que nous sommes, et vous le savez, vous le vivez au quotidien, nous vivons dans une société où on valorise énormément la performance, où le faire est devenu quelque chose d'omniprésent, la multitâche. En fait, on est toujours dans un mouvement à tout faire et surtout à tout bien faire. Alors, d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, on finit, si on ne prend pas soin de soi, et de couper de soi. Donc oui, on nous encourage à être toujours dans une performance, d'avancer, de grandir, mais en même temps, souvent sur le chemin, la personne qu'on oublie, c'est soi. Et on est finalement très souvent coupé de soi. À l'époque, de nos parents même, à l'époque, eh bien, on va dire tout ce qui était relié aux problèmes de travail était plutôt d'ordre physique, hein. À l'époque, pour gagner sa vie, on travaillait physiquement. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour du travail, est plutôt lié, au psyché. Tout ce qui est d'ordre psychologique, intellectuel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec sa tête. On fatigue énormément cette tête. Et si on n'apprend pas à vidanger, à se décharger et créer ce qu'on appelle de la disponibilité d'esprit, on risque de développer ce qu'on appelle cette charge mentale. On a énormément d'informations. Regardez, prenez votre portable, allumez, je ne sais pas, la radio, connectez-vous à votre ordinateur. Vous avez une quantité d'informations que vous devez traiter souvent dans un court instant. Des fois, vous êtes en train de faire un gâteau, vous devez répondre au portable, vous devez envoyer un mail, beaucoup d'exigences dans très peu de temps, et vous comprenez que tout ça, ça ne nous laisse pas indifférents, ça génère cette charge mentale. Souvent, quand elle est trop importante et qu'on n'a pas pris soin de la vidanger, on crée ce qui s'appelle une détresse psychologique, un épuisement physique, un désordre psychologique. Il faut l'entendre, hein. C'est sûr que notre vie, c'est une vie de mouvement. Exister, c'est être en mouvement. Mais à un moment donné, on doit être dans une forme d'équilibre. Sinon, cette charge mentale va nous écraser et on va plus avoir de possibilité de réfléchir. On va commencer à être fatigué physiquement, psychologiquement, et on va avoir du mal à avancer. Je ne sais pas si vous avez connu ces périodes dans votre vie où c'est dur, c'est lourd. C'est ça la charge mentale. D'ailleurs, les études montrent qu'aujourd'hui, 9 personnes sur 10 affirment qu'elles ont connu des périodes d'épuisement physique et psychologique dans la vie. On n'est pas obligé de faire un burn-out, hein. Le burn-out ou la dépression, c'est réellement, on va dire, quelque chose qui est la finalité. On peut connaître des périodes d'épuisement physique, des signaux qui sont là pour me dire, ah, attention, signal d'alarme, ça ne va pas. D'ailleurs, moi, je le vois dans mon métier de coach et de thérapeute. On va dire que, allez, 75% à 80% de mon accompagnement touche réellement le monde émotionnel, hein. On apprend à réguler l'émotion, la dimension émotionnelle, arriver à se débarrasser d'un passé émotionnel, lâcher une conscience anxiogène. En fait, tout cela, fait partie aujourd'hui du monde de la thérapie, et on va dire que c'est un top one, malheureusement, dans notre travail. D'ailleurs, on donne beaucoup de thérapeutes, je vous donne aussi beaucoup de formations autour de cette thématique. Je fais moi-même partie d'un pôle sur l'intelligence émotionnelle, et je vais vous dire autre chose, c'est réellement
ce travail sur l'émotion qui a vraiment changé ma vie. Donc, clairement, eh bien, c'est tout gagné. Euh, alors, ce soir, on va eh bien, développer, en fait, au travers d'un pourquoi fort, le comment. C'est-à-dire que l'on va déjà comprendre le quoi, le comment, le pourquoi ça s'installe, c'est quoi. Et après, quand on aura ça bien clairement, on va pouvoir développer le comment la gérer, comment arriver à créer une vie équilibrée, une vie sereine, en tous les cas, en ayant conscience de ce qui m'entoure, arriver à pouvoir, avec et contre tout, avancer. Alors, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, développer, si vous le voulez bien, 3 clés de voûte de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. À mon sens, quand on est comme ça chargé émotionnellement, il y a en vérité 3 phases sur lesquelles on doit être attentif. La première qu'on va dérouler, c'est la conscience émotionnelle. C'est déjà avoir conscience de nos ressentis. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose d'inné. On a certaines personnes qui sciemment ont coupé la voix off des émotions. Plus simple, on ne ressent plus, on a moins mal. C'est beaucoup plus simple, mais le prix à payer est beaucoup plus important. Parce qu'on va finir par somatiser, etc. On en parlera. La deuxième étape, qui est une des clés aussi de l'intelligence émotionnelle, c'est l'accueil émotionnel. C'est apprendre à accueillir ce que le ciel nous envoie, nos émotions, savoir les accueillir. Et la troisième clé de cette voûte eh bien, de l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion émotionnelle. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que la première étape, c'est la conscience émotionnelle. Je vais commencer par une petite histoire qui m'est arrivée la semaine dernière. En fait, un jour, j'ai une personne qui pousse la porte de mon cabinet et qui me dit que c'est un homme qui me dit que d'ailleurs il avait une allure tranquille, il était souriant, bienveillant, et il me parle de sa réussite professionnelle, sa réussite familiale, sa réussite de couple, et il m'en parle peut-être pendant une demi-heure. Une demi-heure, il ne me parle que de ça, tout va bien, j'ai une belle famille, j'ai une femme formidable, et en fait, je ne devrais pas être ici. Alors je lui dis à la longue, oui bon, très bien, mais qu'est-ce qui vous amène ici? Et là, il me dit, bon, c'est un tout petit problème par rapport au reste, puisque le reste, j'ai extrêmement bien réussi. Mais il m'arrive d'être tendue, il m'arrive de ne pas savoir profiter du moment présent. Je me sens parfois fatiguée et je ne comprends pas toujours pourquoi. Bon, sachez que ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est souvent un petit peu, on joue un peu souvent l'autruche, on n'a pas trop envie de mettre nos problèmes devant, donc on essaye un petit peu de minimiser. Puis ok, oui, vous avez raison, c'est pas grand-chose. Je vais dans son sens. Et à la fin, et je l'écoute et je lui dis, mais est-ce que dans toute cette vie bien chargée, vous prenez le temps de respirer, juste de respirer? Alors il réfléchit un petit peu et, et finalement un peu gêné, il me dit, je crois, je crois jamais, Chana, je crois jamais. Et là, on commence à creuser. Et on se rend compte qu'en réalité, c'est pas qu'il a un manque d'organisation, c'est pas qu'il a un problème professionnel, c'est pas qu'il a un vrai stress, en fait, non. C'est juste qu'il a une surcharge émotionnelle invisible, d'accord? Il a quelque chose qui est là. Et il a toujours besoin de faire plaisir, besoin de ne pas décevoir, la peur de devoir eh bien, gérer, donc le besoin de contrôler. Et avec le temps, il a compris qu'en réalité, la vraie disponibilité d'esprit, la manière de pouvoir en fait harmoniser toute cette belle vie qu'il avait, passait obligatoirement par la régulation de ses émotions. Obligatoirement, et bien donner en fait de la place, bien sûr, à sa tête, mais aussi à son cœur. Et en sortant de là, à chaque fois d'ailleurs qu'il me rencontre, quand des fois je le rencontre à Neuilly, il me dit comme ça en rigolant d'une façon. Aujourd'hui, je fais plus de to-do list, Chana. Je fais des to-fill list. J'adore.
Je ne fais plus de to-do list, je fais des to-feel list. Donc, il a appris à essayer de se connecter à ce qu'il ressent. Bien. Après cette petite aparté, je vais rentrer bien, dans cette première clé qu'on appelle la conscience émotionnelle. Et je vais commencer par cette phrase de Thomas d'Anzenbourg qui dit: pour comprendre l'individu devant, il faut comprendre l'individu dedans. Donc on va essayer déjà de comprendre ce qui se passe en nous. Et à partir du moment où on va comprendre les choses, on va pouvoir les changer. On ne peut pas changer quelque chose qu'on ne comprend pas. Il faut savoir que d'une façon générale, quand je laisse mes émotions, quand je laisse cette surcharge cognitive, sans surveillance, il faut l'entendre, ça peut devenir le bocal commun à l'épuisement et à Dieu ne plaise, à la dépression, au burn-out. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne suis plus dans un mode proactif, je commence à être réactive. Alors, je vais essayer quand même de me concentrer un petit peu sur un mot qui nous fait peur à toutes, qui n'a pas une bonne presse, c'est le mot stress. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un mot qu'on va utiliser pour imager en fait cette surcharge mentale. Je voudrais peut-être me concentrer sur ce mot. Et en fait, revenir sur sa signification, même si je pense que c'est un mot qui est fourre-tout, qui veut tout dire et rien dire. Je voudrais quand même que vous sachiez comment on en arrive à développer un stress, comment ce stress va se développer en peur et comment ces peurs vont commencer à m'habiter. Hein, les peurs, c'est vraiment lié à ce qu'on appelle la dimension émotionnelle. Donc, comment tout ça s'installe. Donc, le stress, d'une façon générale, on va le faire rapide, s'installe à chaque fois qu'il y a un changement de routine, une nouvelle situation qui se présente à moi. Donc il y a un changement externe qui va créer chez moi un changement interne. C'est normal, à ce moment-là, on va libérer une hormone qui s'appelle de l'adrénaline, de la neuroadrénaline, qui va me permettre tout simplement de faire face à la situation. Jusque-là, c'est top. Je vais pouvoir mobiliser mes ressources pour pouvoir faire face à cette nouvelle situation. Par contre, le problème survient lorsque l'organisme est soumis à des pressions beaucoup plus fréquentes, trop présentes, trop violentes. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une difficulté d'adaptabilité. Je vais avoir mes ressources d'un côté et de l'autre côté, les contraintes que l'environnement m'impose. Donc il va y avoir une espèce de déséquilibre. Je vais avoir ce que je peux faire et les contraintes que le monde m'envoie. Et là, je crée un déséquilibre. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais libérer cette hormone qu'on appelle l'adrénaline, mais je vais en libérer beaucoup trop. Beaucoup trop, et beaucoup trop d'adrénaline épuise. Je vais également libérer un poison qui s'appelle le cortisol, qui va impacter, on va en parler rapidement, des parties de mon cerveau qui me servent à réfléchir, à avancer, qui me servent à être heureux aussi. Et je suis dans un mouvement incessant, je ne sais pas si vous le voyez dans vos vies, mais il y a des fois, on tourne comme des papillons et on ne fait rien de réellement satisfaisant. À la fin, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Complètement inefficace. Donc finalement, on est frustré, insatisfait, etc. Donc il faut savoir que lorsque je laisse ce système s'installer sans surveillance, sans essayer de pouvoir mettre un mot, de mettre pause pour essayer de savoir ce qui se passe en moi, trier, retirer, je vais installer ce stress bien sûr en CDI, mais je vais surtout développer de plus en plus de peur. Ça veut dire que, regardez les périodes où vous étiez stressé, vous allez commencer à devenir soucieuse sans raison apparente, pour des choses insignifiantes. Je veux quand même que vous entendiez que j'ai accompagné quelqu'un qui avait des peurs, qu'il a laissées comme ça sans surveillance, à un point qu'il avait peur, quand il est rentré dans mon cabinet, d'aller acheter une baguette de pain. C'est-à-dire que les peurs se nourrissaient de peur et une peur amenait une autre peur. Donc il faut savoir que quand on parle de peur, c'est vraiment la patronne des émotions. C'est en fait, on rentre carrément dans ce monde émotionnel et le monde émotionnel, c'est vraiment le capitaine de notre bateau neuronal. C'est réellement là où je veux vous amener aujourd'hui. Donc quand je suis dans mes peurs, je suis coupée de ma raison, hein, de ma partie rationnelle. Pourquoi? Parce que mon sang, il est occupé ailleurs. Je ne raisonne plus.
Donc il faut comprendre que ce stress à long terme, le bon stress, on en a besoin pour se mettre en mouvement, pour, eh bien, pour être efficace, mais trop de stress altère des parties en moi, développe une partie qui s'appelle, on va en parler, l'amygdale, qui est la partie de la peur. D'accord? Cette partie va s'étendre et on va réduire la partie de l'hippocampe, qui est la partie de la mémoire à long terme. Donc, c'est des parties, vous comprenez, essentielles. Ça veut dire que quelque part, cette partie qui s'appelle l'amygdale, eh bien, elle va, on l'appelle un petit peu le détecteur de fumée. On l'appelle, c'est cette partie qui tire la sonnette d'alarme quand il y a une nouvelle situation inconnue qui, en fait, eh bien, que l'on doit traiter. Alors, elle tire une sonnette d'alarme en disant danger, danger, danger. Et à ce moment-là, on va à de nouveau libérer des hormones qui sont contre-productives comme du cortisol, trop d'adrénaline, et nos capacités cognitives, nos capacités de réflexion vont être amoindries et on va perdre les pédales. Vous imaginez quand vous avez peur, vous attendez des nouvelles de votre enfant, il n'appelle pas, vous êtes là, vous commencez à perdre les pédales. À ce moment-là, vous êtes justement dans ce mode. Et si vous ne coupez pas avec cela, et si vous ne vous habituez pas justement à anticiper, et on va voir comment, vous risquez d'être mangé par ces peurs et être complètement inefficace et faire des choses qui sont contre-productives. Alors, comment cette partie qui s'appelle l'amygdale, eh bien, flaire le danger, comment elle sait que cette situation est dangereuse, ou on va dire inhabituelle, et qu'est-ce qui est son seuil d'alerte? Eh bien, tout simplement, ce sont nos anciennes expériences. Vous savez, nous vivons des anciennes expériences que parfois nous ne traitons pas. Par exemple, on a pris la parole en public, ça s'est très mal passé, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans et ça s'est très mal passé. On a créé suite à cela ce qu'on appelle des chemins neuronaux très très puissants autour de la prise de parole. D'accord? On s'est dit dans notre tête, conclusion de l'expérience, prise de parole est égale danger. À chaque fois que l'on va m'appeler pour parler, bêtement, cette partie-là va m'envoyer la peur correspondante à mon expérience antérieure. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comment ça marche à l'intérieur. Donc, ça veut dire que je vais commencer tout simplement à avoir peur, alors que peut-être en disant j'ai pris de l'assurance, je connais ma matière, j'ai plus confiance en moi. Non, on va m'envoyer en me disant attention, c'est dangereux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, rien ne s'oublie, tout s'archive. Et que si je ne choisis pas de mettre ce qu'on appelle le mot de la fin dans chacune de ces situations, eh bien, on crée des puissantes connexions neuronales qui vont être là et qui vont en fait se réveiller à chaque fois que je vais devoir me retrouver dans une situation similaire. Alors, juste pour votre propre connaissance, comment crée-t-on un chemin neuronal? On le crée de deux façons, mesdames. Sachez-le. Ça, c'est quelque chose que l'on peut installer dans toutes les thématiques. Un, par la répétition. Quand je répète à l'intérieur de moi, de toute façon, la prise de parole en public, c'est pas pour moi, c'est trop difficile, je n'y arriverai pas. Donc, en fait, on crée à l'intérieur de soi un programme qui dirige de façon, on va dire, en sous-marin, ma vie, qui dirige en vérité mes possibilités et génère mes impossibilités. Ça, c'est la première façon de créer un chemin neuronal. Mais il y a une autre façon qui est 5000 fois plus puissante. C'est l'émotion. 5000 fois plus puissante que la répétition, c'est l'émotion. Tout ce qui est fait avec émotion s'installe encore plus fort que la répétition. Donc ça devient, quand j'ai commencé à avoir peur, je vais installer ça comme un programme de la matière qu'il sera très difficile d'enlever.
Et à ce moment-là, eh bien, tout deviendra prétexte à l'inquiétude. Donc, cette partie, l'amygdale, s'élargit, d'accord? Et l'hippocampe, elle, rétrécit. L'hippocampe, c'est la partie, c'est la porte d'entrée de la mémoire à long terme. C'est ce qui me permet d'enregistrer. Alors, cette partie-là va se restreindre et va se voiler. Et l'information, c'est vrai qu'on va la stocker, mais on sera incapable de pouvoir eh bien, y avoir accès. Cette information sera inaccessible. Regardez les fois où vous êtes très fatigué, très stressé, des moments de grand stress, eh bien vous n'êtes pas capable de vous rappeler d'informations simples qui font partie de votre vie, tout simplement parce que cette partie s'est restreinte et il est compliqué de pouvoir extraire eh bien, la matière ou l'information que vous avez stockée. D'ailleurs, les études montrent, entre parenthèses, c'est que les personnes âgées de 34 ans, aujourd'hui, ont des trous de mémoire beaucoup plus importants que leurs parents. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le stress, le cortisol, on a énormément de stress et bien sûr du cortisol qui est stocké, qui n'est pas géré. Et d'ailleurs, ça crée, vous avez dû peut-être l'entendre, beaucoup d'hyperactivité chez nos enfants. Beaucoup d'hyperactivité. Donc, aujourd'hui, quand on comprend un petit peu ce fonctionnement, déjà, ça nous donne la conscience que je ne peux pas laisser tout cela sans surveillance. J'ai juste rajouté un point encore dans cette conscience émotionnelle avant de vous donner un petit outil pour passer à la deuxième clé. Déjà, il faut savoir que dans cette conscience émotionnelle, on doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé un corps parfait. Il a créé un cerveau à 3 étages. On appelle ça une entité triunique. On appelle ça le cerveau triunique. Dans ce cerveau triunique, vous avez en fait 3 cerveaux. Le premier, qui est tout en bas, là, vous voyez, qui est le cerveau reptilien. Le cerveau, en fait, où se loge la peur. C'est le cerveau, on va dire, qui est appelé le cerveau archaïque, c'est le cerveau un peu de la survie. C'est celui qui me permet de manger, de boire, me reproduire. C'est un peu le cerveau archaïque. On sait que ce n'est pas avec lui eh bien, que l'on trouvera des solutions. C'est le cerveau de la peur. Au deuxième étage, je le montre souvent pour qu'on puisse savoir, cette partie-là, c'est le cerveau mammalien, le cerveau commun à tous les mammifères. On l'appelle aussi le cerveau limbique, qui vient du mot limbus, qui veut dire le tableau de bord. Et oui, le siège émotionnel, c'est le tableau de bord de l'être humain. C'est la partie structurante de l'être humain. Et on a au 3e étage, là, cette calotte qui part de là jusque là, qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est lui le cerveau pensant, le cerveau analytique, le cerveau de la réflexion, du langage, etc., le cerveau de la solution. L'intérêt, c'est de créer toujours une boucle cortico-limbique. Avoir toujours raison, émotion, émotion, raison. Ne pas être complètement enfui dans ses émotions, parce que là, on ne raisonne pas, mais ne pas être non plus que dans la raison, parce qu'on a besoin de mettre de l'émotion pour distiller la raison, pour qu'elle soit beaucoup plus juste, pour qu'elle soit beaucoup plus ajustée. Voilà, donc ça, c'est également une manière de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe en moi. On a parlé d'émotion, on sait toutes que l'émotion, c'est un message action. Elle nous invite à être toujours en mouvement, même si l'émotion aujourd'hui on l'aime pas trop parce que on n'aime pas la colère, on n'aime pas la tristesse, on n'aime pas la peur. Mais même si elles ne sont pas agréables, elles ont toujours un message intelligent à nous passer. Il faut savoir qu'encore une fois, dans ce corps parfait qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, il n'a pas pu mettre quelque chose qui nous abîme. Tout est là pour nous avancer, pour nous aider à avancer dans notre projet de vie. Tout est là pour nous permettre de grandir. D'ailleurs, Antonio Damasio, un grand coach américain à la base portugais,
parle des émotions comme notre partie structurante. C'est ce tableau de bord qui me permet de partir d'un point A pour arriver à un point B. Je suis à la montagne, je veux revenir sur Paris, eh bien je vais suivre mon tableau de bord, savoir quand je dois m'arrêter, prendre du carburant, quand je dois eh bien regonfler mes pneus, etc., etc. C'est pour ça que on ne peut pas parler d'émotions négatives. On peut parler d'émotions désagréables parce qu'elles ont toujours un message intelligent à nous passer. Donc, si on est à l'écoute de ces émotions, eh bien, le flux énergétique, le flux, eh bien, va commencer à disparaître. C'est-à-dire que plus une émotion est écoutée, plus elle est déjà conscientisée. J'ai conscience de ce que je vis. Et comme je vous le disais, on a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui ont des passés émotionnels très compliqués et qui ont préféré développer une forme d'alexithymie, c'est-à-dire que complètement coupé de nos émotions, comme ça, c'est un moyen de peut-être, c'est ce que l'on pense, beaucoup moins souffrir. Mais en même temps, il faut savoir que l'émotion a plusieurs façons de se faire entendre. Et si l'on ne l'écoute pas, si on la laisse se taire, eh bien, on va finir, elle va peut-être se taire, mais nous, on va finir par somatiser. Donc, il faut comprendre qu'elle va passer par différentes voies. Aujourd'hui, ce que l'on comprend de cette première phase, de cette première clé, c'est l'accueil, savoir écouter, savoir... euh, non, c'est pas l'accueil, c'est l'écoute. C'est la conscience, pardon, vous voyez, je patauge. C'est la conscience émotionnelle, savoir avoir conscience qu'à l'intérieur de moi, ce qui se trame, et je pense qu'on a beaucoup moins peur de ce qui se passe à l'intérieur quand on sait, quand on a déjà une forme de connaissance. Quelque chose qu'on ne connaît pas, on en a peur. Pour cette première clé, j'aime bien proposer à mes coachés, dans un premier temps, de retrouver le contact avec cette ancienne amie qui est notre émotion. Et je propose souvent un tableau à 4 entrées. Quand on me dit, mais oui, mais tu comprends, Chana, moi je ressens rien, je n'ai pas d'émotions compliquées. Il est impossible que dans une journée, on n'ait pas d'émotions. Et ce n'est pas une émotion qui est à la suite d'une grosse expérience émotionnelle, c'est quelque chose qu'on va ressentir, même un souvenir du passé qui va remonter, qui va générer chez moi une émotion. Il est impossible de ne pas, en fait, eh bien, ressentir une émotion. Donc, pour pouvoir retrouver cette conscience émotionnelle, j'aime bien demander à mes coachés d'ouvrir chaque jour une page pour retrouver un peu l'habitude de tout simplement de reprendre ma température émotionnelle et d'écrire 4 entrées, l'heure qu'il est, l'émotion à ce moment-là que je ressens, d'accord, l'origine de cette émotion, l'origine de ce malaise, si je la connais, et la réaction idéale. Alors au début, ça sera un exercice qui sera un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas ce langage émotionnel. Mais plus on va s'habituer, plus on va jouer à ce jeu, plus on va prendre l'habitude de prendre sa température émotionnelle, plus on va se sentir beaucoup plus à l'aise déjà avec l'émotion. L'émotion sera plus quelque part une dimension qu'on veut fuir. On va commencer à l'intégrer dans sa vie. Donc déjà ce tableau. Et bien sûr que plus je vais m'habituer à m'arrêter et me poser la question là, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Rien que cette question, qu'est-ce que je ressens, ça va m'aider à aller chercher quelque chose de profond à l'intérieur de moi. D'accord? On est en train de donner cette place, la place qu'elle mérite à l'émotion. Donc, se poser cette question, qu'est-ce que je ressens? Très intéressant, même si c'est simple, mais ça aide à justement retrouver le contact à l'émotion. Et ce tableau à 4 entrées qui me semble intéressant, surtout quand on a pris l'habitude de délaisser notre dimension émotionnelle. Donc ça, c'est la première clé. Avant de la terminer, j'ai encore quelque chose à vous dire. C'est que, en fait, concernant ce qui s'appelle le stress, l'anxiété,
on n'a pas réellement trouvé le facteur principal. On sait que c'est multifactoriel, mais je vais quand même vous donner, dans notre vie de femme, eh bien, des éléments qui peuvent vous permettre de savoir si vous êtes en surcharge cognitive, s'il y a des choses à vidanger et si le voyant rouge ne s'allume pas. Déjà, il faut savoir que tout changement de routine, un changement d'emploi du temps, un accouchement, un enfant qui se marie, un déménagement, eh bien, il faut savoir que tous ces changements, un travail à la maison, en télétravail, tout cela peut générer une forme d'anxiété surnoise que l'on ne voit pas. Ça, c'est le premier point. Donc, le changement de routine, ne pensez pas que ça n'a pas d'effet. Chaque petite chose dans la vie, il y a un prix à payer. Un prix qui est à payer, attention, ça peut être positif, mais en même temps, quelque chose qui peut être un inconvénient. Deuxième élément qui peut être aussi une source de stress et d'anxiété dans tous ces facteurs, c'est un rythme trop soutenu. Vous savez, je donne souvent l'exemple d'un violon où les cordes sont très tirées. Quand vous avez des cordes très tirées et qu'un musicien joue sur des cordes très tirées, il risque avec son archet de casser ses cordes. Donc je pense que le fait de maltraiter son système nerveux, à la longue, eh bien, il y a quelque chose qui se brise. Alors un lourd fardeau, trop longtemps, risque de nous écraser. C'est pour ça qu'il faut vraiment reconnaître nos signaux, si on est plus nerveuse, si on a des périodes d'absence, si on a perdu notre sourire, si on a une boule à la gorge qui est omniprésente. Ça peut être aussi physique, une prise de poids inhabituelle, euh, une alimentation qui est déréglée, des plaques qui apparaissent sur le corps. En fait, tout cela sont des indices importants. Je parlerai encore de trois autres éléments. Déjà, c'est des objectifs que l'on s'est fixés qui sont en suspens. Vous savez, il est très important de vivre et de se placer des objectifs, c'est sûr. Mais il est aussi très important que ce soit des objectifs qui soient atteignables. Ne fixons pas, mesdames, des objectifs qui soient inatteignables. Nous sommes, oui, dans une philosophie d'évolution et l'objectif, c'est un booster. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais attention, on va choisir des objectifs qui soient atteignables, sinon on va générer des frustrations et on risque justement d'impacter aussi ce qui s'appelle l'estime de soi. Par exemple, une personne qui vient et qui me dit « Chana, il faut absolument que tu m'aides à perdre 5 kilos en un mois ». C'est peut-être possible, mais c'est un objectif d'abord très haut. Je ne sais pas s'il est très efficace. Et en même temps, si on n'a pas atteint notre objectif, on risque d'être très déçu, très frustré, et ça peut être aussi une charge d'anxiété. Un quatrième élément que j'ai envie de vous citer, c'est la peur du vieillissement et de la mort. Il faut savoir que des personnes qui développent une conscience anxiogène, eh bien, ce sont des personnes qui ont un point commun, ce sont des personnes qui regardent beaucoup dans le rétroviseur, et dans le passé donc, et aussi dans les projections du futur, comment je vais être, qu'est-ce qui va se passer. En fait, c'est deux endroits qui ne servent à rien. Le seul endroit où on peut agir, c'est ici et maintenant, dans le moment présent. Donc, en règle générale, les personnes qui sont là à se poser des questions, qui sont trop dans l'après, eh bien, génèrent des peurs, dont la peur du vieillissement et aussi la peur de la mort, qui sont aussi des sujets à stress et à anxiété. Et le dernier point, on le connaît tous et toutes, c'est la solitude. Il faut savoir que la solitude, à la base, de façon primitive, ça voulait dire l'exclusion à l'époque, et ce qui voulait dire exclusion, ça voulait dire la mort. Donc, il faut savoir que la solitude est un élément qui également génère beaucoup de stress et d'anxiété à l'intérieur de soi et qui peut vraiment agir sur notre surcharge mentale et avoir des effets physiques et psychologiques très importants. Je vais maintenant passer, si vous le voulez bien, une fois qu'on a bien parlé de cette conscience émotionnelle et qu'on a donné quand même deux petits outils, on va passer à l'accueil émotionnel. Il faut savoir que, je reprends encore une phrase
de Thomas d'Anzenbourg. J'aime beaucoup ce pédagogue, ce grand du développement personnel. Il dit que si je réprime ce que je dois exprimer, je déprime. Si je réprime ce que je dois exprimer, je déprime. En fait, on a souvent, encore une fois, appris à nier nos émotions. Pourquoi? Parce que, quelque part, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles n'ont pas une bonne presse. Et souvent, on a peur de ne pas savoir les gérer. Imaginons-nous rentrer dans une colère, on ne sait pas si on va être capable de pouvoir en sortir. Si je rentre dans une tristesse, est-ce que je vais pouvoir m'arrêter de pleurer? Alors, accueillir ses émotions, c'est pas aimer son émotion, c'est reconnaître qu'elle est là, qu'elle est ma partenaire, qu'elle est là pour me faire avancer, bouger. On a bien compris qu'une émotion, c'est un message action. C'est vrai que j'aime pas ses effets, mais je sais que c'est mon amie et qu'elle va me faire du bien. Donc bien sûr que la première idée qui nous vient quand on parle d'accueil émotionnel, lorsque je mets des mots, je m'apaise déjà. Lorsque je nomme l'émotion, faites l'expérience et osez exprimer ce que vous ressentez. Je trouve que c'est rentrer dans sa dimension d'humain quand je dis, oui, je ressens de la tristesse et j'ose le dire même à mon enfant, pour lui dire, tu sais, c'est important que tu saches toi aussi créer un partenariat avec ton émotion. Si moi, en tant que référente, je suis capable de pouvoir nommer mes émotions, en parler avec beaucoup de facilité, avec beaucoup d'humilité, mon enfant va comprendre que c'est quelque chose d'humble, de normal, de digne, et il va pouvoir en faire quelque chose dans sa vie. Et on sait que quelqu'un qui, en fait, crée ce partenariat, c'est quelqu'un qui réussira toujours. L'émotion, c'est réellement notre tableau de bord. Donc, oser exprimer, oser le dire à l'autre. Alors, si quelque part, on n'a pas la capacité de le faire, on peut très bien le vidanger en écrivant, en travaillant ce qui s'appelle l'écriture de soi. C'est aussi une manière d'exprimer. Donc, tout à l'heure, on a dit, dans la conscience, je ressens de la peur. D'accord? Là, dans l'accueil, je ressens de la peur, c'est à moi, je l'accepte. Vous voyez, on est déjà dans quelque part une espèce de validation. Elle est plus un intrus, elle est ma partenaire. On est dans quelque part quelque chose où on la valide. Et vous savez, si l'on veut que l'émotion se dilue, la meilleure façon de la laisser partir, c'est en l'accueillant et en lui montrant que quelque part, je l'accepte. C'est comme si je disais oui à ce qui est. Je ne vais pas me dire non, 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 je ne dois pas être en colère. Non, 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 je ne dois pas être triste. C'est là où je développe encore plus de matière autour de la colère. C'est là où je la fige. Tandis que lorsque je dis je ressens de la peur, c'est à moi, je l'accepte. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, je suis dans le flot de la vie, je dis oui à ce qui est plutôt qu'à ce que j'aimerais qu'il soit. Et souvent, quand on est dans l'accueil, on sait très bien que c'est pas la tête qui est blessée quand on a des émotions, c'est le corps. Et je dis souvent que revenir à son corps est la meilleure façon d'accueillir son émotion. Parce que vous savez, quand l'émotion se tait, le corps, lui, continue à parler. Quand des fois, je dis à ma coachée, mais qu'est-ce que tu ressens à travers l'histoire que tu me racontes? Et des fois, la réponse, toute sincère, c'est ben moi, je ressens rien. Je ressens rien. Alors je dis, ok, est-ce que tu veux qu'on aille et qu'on se connecte à ton corps qui va nous donner d'autres émotions? Et là, je te demande de me raconter cette expérience émotionnelle et d'essayer de te concentrer sur ton corps pour savoir ce qui s'y passe. Et là, quand on est dans son corps, le corps, il agit, il est présent, le corps ne ment pas. Le corps va m'envoyer des informations que peut-être le cerveau va faire taire. Donc il est assez intéressant déjà de savoir si
lorsque j'ai vécu une expérience émotionnelle que j'ai envie de la lâcher, eh bien, est-ce qu'il reste des émotions? Et pour cela, je vais revenir à mon corps et me dire, tiens, quand je parle de cette situation, où est-ce que mon émotion se situe? Tiens, en haut là, d'accord, elle se situe là. Quelle est sa forme? Quelle est sa forme? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle est serrée? Quelle est sa couleur? Et là, une fois que j'ai tout ça, je vais m'amuser à la déplacer. Tiens, quand je la déplace et que je la mets là, quelle est sa couleur? Quelle est sa texture? Quelle est sa forme? Et tiens, quand je pense à la situation que j'ai vécue, quelles sont mes pensées? Et je m'amuse à déplacer mon émotion. Très très bien. Je la déplace jusqu'à obtenir une espèce de neutralité face à l'émotion. Donc mon corps ne ment pas, mon corps m'a guidée et il m'a dit qu'il y avait des émotions bloquées, qu'il fallait que je vidange parce que, encore une fois, je ne peux pas laisser tout cela s'installer sans surveillance, à la peur de pouvoir générer une surcharge euh, émotionnelle, cognitive, quelque chose qui m'alourdisse. Donc je vais m'amuser justement à travailler au travers du corps. Vous voyez, dans cette deuxième clé, dans cet accueil émotionnel, c'est réellement quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'en fait, on crée une connexion à soi. On revient à soi, on fait ce qui s'appelle un stop, S-T-O-P, j'aime bien, je le dis souvent dans mes conférences, se taire, observer patiemment. J'observe ce qui se passe. Et là, je me connecte à l'élément le plus essentiel qui est moi. Je reviens à moi. Je me connecte. Il y a une connexion entre le corps et le cœur. Et cette intimité, cette complicité est tout simplement exceptionnelle. C'est ce qu'on peut appeler, aujourd'hui, toutes les thérapies prônent le ici et maintenant, revenir à soi, le ici et maintenant, pour se couper de tout ce qui est, eh bien, de tout ce qui est, de tout ce qui m'entoure et de tous ces éléments qui sont des fois des perturbateurs. Donc, on a bien compris que l'accueil est une des phases importantes. Cet accueil, c'est un retour à soi. Je ressens cela, c'est à moi. Je l'accepte. Hein, je dis oui à ce qui est. C'est pas l'aimer, mais c'est accepter. Donc déjà, quand elle est acceptée, elle se dilue. Et eh bien, travailler au travers du corps pour retrouver des anciennes émotions bloquées dans certaines expériences émotionnelles. Je pense que c'est un travail assez intéressant parce qu'on a tous des expériences du passé qui sont restées bloquées. On développe ce qu'on appelle une collection de timbres. Et c'est très intéressant de temps en temps, une fois par semaine, de prendre un sujet qu'on imaginait peut-être classé et de pouvoir le dérouler et de savoir un petit peu ce qui y reste pour pouvoir lâcher, mettre devant ce qu'il y a dedans. Troisième étape, c'est la gestion émotionnelle. Alors, bien sûr qu'on a compris qu'une émotion, eh bien, ça se gère, ça ne se subit pas. On est dans un monde où des fois, on est malheureusement victime de nos émotions. J'entends souvent, mais tu comprends, Rana, je suis colérique depuis petit. Mes parents étaient comme ci, mais en réalité, eh bien, il n'y a pas, en fait, j'ai envie de dire, de génétique. C'est quelque part où tu t'entraînes à les travailler, où tu vas les subir, où tu t'entraînes à créer un partenariat avec elles, où tu vas malheureusement les traîner. Et j'ai envie de mettre un élément important derrière cette gestion émotionnelle. Pour moi, et j'en reviens souvent, c'est que derrière des émotions qui sont répétées, vous savez, par moments, on a des états émotionnels, on se lève le matin, on est un peu grise, on est un peu en colère, ou il y a des matins, depuis un certain temps, on est un peu triste, on a la vague à l'âme. Il faut savoir que derrière ces moments, derrière ces émotions répétées, il y a toujours des besoins psychologiques qui attendent d'être nourris. Nous avons des besoins physiques, mesdames, manger, boire, dormir. Ça,
on va les respecter, parce que si on vous demandait d'arrêter de dormir, vous ne pourriez pas. Par contre, nous avons des besoins qui sont tout autant importants, qui sont des besoins psychologiques. Il faut savoir qu'un des indices qui me prouve que mes besoins psychologiques ne sont pas nourris, hein, je n'ai pas clarifié mon système de besoins, eh bien c'est quand je vis des émotions répétées. Donc dès que l'on sent que l'on est activé émotionnellement, arrêtez-vous et posez-vous la question dans vos 5 domaines de vie. Domaine personnel, couple, familial, professionnel, relationnel. De quoi j'ai besoin là pour être heureuse? Posez-vous cette question. Déjà en posant cette question et en identifiant vos besoins dans ces 5 domaines de vie, personnel, couple, familial, professionnel, relationnel, vous allez voir très rapidement, vous allez baisser le son de l'émotion. Dans cette gestion émotionnelle, on a un allié dont on ne peut pas, taire, c'est ce régulateur naturel de stress que l'on a tout à l'intérieur de nous, hein, cet outil merveilleux qu'est la respiration. On s'est rendu compte que le point commun entre toutes ces personnes qui souffraient d'anxiété ou qui souffraient de surcharge, c'est qu'elles ne savaient pas respirer, ou elles respiraient trop vite ou trop lentement. Il faut savoir que le cœur, c'est un cerveau. Il possède 40 millions de neurones. Aujourd'hui, on sait que c'est par l'intelligence du cœur que l'on arrivera à changer beaucoup de choses. Le cœur envoie des informations au cerveau central, donc il a une place importante. Nous avons 2 systèmes nerveux, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est celui qui m'amène à me mettre en mouvement, hein. On sait qu'aujourd'hui, le monde actuel, eh bien, active ce système nerveux. Le parasympathique, c'est celui qui me permet de détendre, de descendre des tours et qui me permet de me détendre, de me relaxer. Et il faut savoir que malheureusement, celui-ci n'est pas souvent activé. Et justement, en apprenant à respirer correctement au travers d'un outil qui s'appelle la cohérence cardiaque, le modèle 365 qui signifie 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. On va justement activer un bon équilibre entre ces 2 systèmes nerveux. On va éviter de monter dans les tours. D'ailleurs, au niveau même de la santé, ça va nous permettre d'être un aspirateur. Ce travail de respiration, eh bien, va me permettre d'aspirer les toxines, mon stress, il va y avoir une meilleure circulation sanguine, etc., etc. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des centres entiers qui traitent, eh bien, l'anxiété qu'au travers de l'apprentissage, eh bien de la cohérence cardiaque. Apprendre à respirer, suivre cette boule, vous verrez, il y a des outils mis à disposition sur Internet, des outils même gratuits qui vont vous permettre justement, matin, midi et soir, de pouvoir eh bien, lâcher pour pouvoir justement eh bien, continuer à avancer et être dans une cohérence harmonieuse pour justement eh bien, stimuler de façon équilibrée ces 2 systèmes nerveux. Quand vous respirez, vous alimentez 3 dimensions. Vous alimentez la dimension, bien sûr, émotionnelle, ce qu'on vient de voir, la dimension physique, parce que vous faites du bien au corps, la dimension cognitive. Vous permettez de lâcher des pensées négatives, vous permettez de pouvoir avoir une meilleure mémoire, etc., etc. Un autre élément qui me semble aussi important dans cette gestion émotionnelle, c'est réellement le travail sur la posture. La posture est un élément très important dans le travail eh bien, des émotions. Apprenons à travailler les 3 états, épaules, menton, sourire. Alors c'est quelque chose que vous avez entendu, mais qui marche extrêmement bien. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, si c'était si simple, ça se saurait. En fait, en le faisant, je me suis rendu compte que c'est vraiment un vrai levier émotionnel.
Le corps est là vraiment pour nous aider. Il faut savoir qu'avant d'avoir, avant d'être un esprit, on est déjà un corps. Donc, en revenant au corps et en développant au travers des épaules, qui est le message de la confiance, le menton, l'autorité, et le sourire, ce vecteur de lâcher prise, il faut savoir quand même qu'on obtient une forme de lâcher prise beaucoup plus grande, et ça nous permet de passer parfois d'un état interne qui n'est pas sympathique quand on est en colère à un état interne beaucoup plus détente, beaucoup plus fécond. Faites-le, ne me croyez pas, mais faites-le. Quand vous sentez que vous êtes activé, rehaussez tout ça. Affichez un sourire, vous allez déjà, dans cet état-là, vous ne pouvez pas avoir de pensée négative. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas ce qu'on lui dit, mais fait ce qu'il voit. Et j'ai envie de terminer par le fait d'avoir conscience d'activer ce cocktail super puissant. C'est un cocktail où l'on va essayer justement d'installer une bonne biochimie, développer ce qu'on appelle de la sérotonine, du GABA, de la noradrénaline. Donc avoir ce qui s'appelle une hygiène de vie. C'est un cocktail explosif. Et pour moi, pour pouvoir développer une bonne biochimie, on est obligé de bien s'hydrater, dormir à heure fixe. Je sais que vous le savez, mais c'est quand même quelque chose d'essentiel quand on parle de dimension émotionnelle, faire des petites siestes courtes, même si des fois c'est compliqué, manger équilibré, prendre le temps de méditer, se débrancher et revenir à soi. Un autre élément qui est important, se pardonner. Cultiver la positivité, être en mouvement, savoir danser, rire, en fait faire des choses qui nous font plaisir, parce que le plaisir, c'est un élément essentiel. Hein. C'est pas ce que nous faisons qui est très important, c'est la manière dont nous le faisons. Donc il faut savoir que on a un triangle qui s'appelle le triangle de la réussite, et 3 éléments. Bien sûr qu'il y a l'apprentissage dans le triangle de la réussite. Si j'ai envie de réussir, il y a le challenge, mais il y a un 3e élément qui s'appelle le plaisir. Le plaisir est un élément très très important pour pouvoir réussir une vie harmonieuse et sereine. Donc ce que j'ai voulu essayer ce soir de vous passer comme message, j'espère que j'ai pu vous passer des messages qui vont vous aider, c'est que ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette gestion émotionnelle, c'est qu'on prenne conscience qu'on a un beaucoup plus grand pouvoir que ce que l'on imagine. On prend conscience que l'on peut arriver à jouer avec nous, et que réellement, si on arrive à rentrer en contact avec soi et avec sa dimension émotionnelle, on peut être dans une boucle évolutive qui ne cessera d'avancer, et on va pouvoir petit à petit se rapprocher de la vie que l'on a envie de vivre. C'est vrai que dans la vie, mesdames, on ne peut pas tout contrôler. Ça, c'est vrai. On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut, je le dis souvent, choisir la manière dont on veut y répondre. Il se passe des choses, mais moi, je peux choisir la manière d'y répondre. Et là, quand je suis dans ce mindset, je vais développer tout simplement de la maîtrise, de la puissance intérieure. Je vais retrouver ce qu'on appelle le goût de la vie. On parlait du goût de la vie dans le titre. Et on va pouvoir avoir le goût d'avancer. C'est un petit peu ce que l'on fait en règle générale en coaching. En coaching, on travaille sur 2 axes. On travaille sur l'espoir, le goût, le fait de se projeter, qui j'ai envie de devenir. Et on travaille un 2e axe qui est vraiment essayer de nous aider à basculer d'un mode victime à un mode acteur, un mode créatif, où je ne vais plus être la victime mais créative. Donc finalement, je me projette, d'accord, je vois qui j'ai envie d'être, et je ne reste pas dans ma zone de confort, où je ne reste pas dans mon mode victime, je retrouve ma créativité, et je suis acteur. En tous les cas, j'espère que ce soir, vous avez pu prendre des éléments. N'essayez pas de tout prendre en même temps.
2 éléments qui vous ont les plus parlé. Essayez de les planifier pour pouvoir les mettre dans votre vie. Je pense que ça va énormément vous aider. Ça m'a beaucoup aidé, donc je pense que, et ça aide beaucoup de personnes. Je vous invite et je vous souhaite, eh bien, de vous accueillir, de vous respirer, d'avancer et tout le reste viendra. Accueillez, respirez, même respirez-vous, avancez et le reste viendra. En tout cas, je vous souhaite une Shana Tova, comme je l'ai dit au début, et je vous remercie pour votre écoute. Sachez que sur ma chaîne YouTube, Shana Coaching Neurosciences, j'ai pas mal de capsules qui traitent justement la dimension émotionnelle, la gestion des émotions. Voilà. S'il y a des questions, avec grand plaisir. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, il y a les micros. Plaisir de t'écouter. Ah, Shana, ça a été un grand plaisir de t'écouter. merci. D'une richesse, une grande richesse. Vraiment, c'est un beau cadeau. On voit ta personnalité dans ta conférence. C'est vraiment toute ta générosité. Tu veux tout nous offrir sur un plateau d'argent. C'est vraiment des années d'expérience et des formations voilà, qui t'ont permis de nous partager tout ça. Merci infiniment. C'est un beau cadeau que tu offres à toutes ces femmes. Ce soir, on était plus de 50 et ça sera réécouté. Merci à toutes les participantes d'avoir été présentes ce soir. Merci à toute l'équipe du Wellness. Et si vous avez noté sur un bout de papier quelques questions, Shana, elle a encore 5 minutes pour vous. Voilà, donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'autres questions par la suite, vous pouvez nous écrire un mail et on essaiera d'y répondre. Alors voilà, n'hésitez pas à... Alors, je vais donner la parole. Euh, Voilà, vous avez la possibilité actuellement d'ouvrir vos micros. Alors, avez-vous des questions? C'est vrai que c'était d'une grande clarté, très concret aussi avec plusieurs anecdotes, plusieurs histoires. Donc, euh, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai pas reçu de questions dans le chat. D'accord. En tout cas, j'ai arrêté le partage.